Bonjour à tous, aujourd'hui on va étudier le dernier paragraphe de cours qui concerne ce chapitre sur la statique des fluides. Et donc le paragraphe grand 3 s'appelle Loi fondamentale de la statique des fluides. Et quel est le but de ce paragraphe que l'on va étudier uniquement en faisant un TP? Eh bien c'est de savoir comment varie la pression en fonction de l'altitude ou de la profondeur dans un milieu donné. Ça, c'est ce que l'on veut savoir. Okay. Alors, je prends un exemple. Imaginez que vous montez en altitude. Par exemple, vous êtes en train de gravir une montagne. Et puis, à un moment donné, vous êtes à 3000 mètres d'altitude par rapport au niveau de la mer. Est-ce que c'est possible de calculer la valeur de la pression atmosphérique quand on est à 3000 mètres d'altitude, par exemple? Donc, la réponse est oui, en utilisant cette loi. Si par exemple vous faites de la plongée sous-marine, donc vous avez des bouteilles, vous descendez en profondeur dans la mer, est-ce que c'est possible de calculer la pression qu'exerce l'eau sur vous quand vous êtes par exemple à 10 mètres de profondeur? Donc la réponse est oui, c'est possible aussi en utilisant cette loi. Et donc c'est ce que l'on va voir maintenant en TP. Alors, première chose donc à retenir, c'est que cette loi que nous allons essayer de trouver, elle s'applique aussi bien pour des liquides que pour des gaz. À la différence de la loi de Marriott, que nous avions vue la fois précédente, qui elle ne s'applique que pour des gaz. Donc maintenant, je vous encourage à ouvrir le fichier où vous avez en fait l'énoncé du TP que nous allons réaliser aujourd'hui. Si vous avez la possibilité de l'imprimer, c'est mieux. Comme ça, vous complétez directement à la main les pointillés. Si vous ne pouvez pas, à ce moment-là, laissez le fichier Word à l'écran et vous le compléterez directement en fait sous Word. Ok? Donc, eh bien, on va passer au TP. Alors, en quoi consiste le TP que nous allons réaliser aujourd'hui? Alors là, vous voyez que j'ai pris une grande éprouvette graduée. Je l'ai remplie avec de l'eau. Je ne pense pas que vous puissiez voir qu'elle contienne de l'eau, mais bon, je vous dis, il y a de l'eau dedans. Et sur le côté, en fait, j'ai fixé une règle. Okay. Et le zéro de la règle coïncide exactement avec la surface libre du liquide. Okay. C'est-à-dire qu'au-dessus du zéro, ben, il y a de l'air, et à partir du zéro, c'est là où commence à se trouver l'eau dans l'éprouvette. Donc l'objectif, ça va être de mesurer la pression de l'eau à différentes altitudes. Donc il faut imaginer que j'ai un axe OZ qui est orienté donc positivement vers le bas. Et donc quand je suis au 0, ben ça correspond, on va dire, à la pression atmosphérique. Et donc ensuite, je vais mesurer la pression dans l'eau à intervalles de distance réguliers. Par exemple à 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm, jusqu'à 30 cm. D'accord? Ça va être l'objectif, mesurer la pression dans l'eau à différentes altitudes. Alors pour faire ça, je vais utiliser donc le petit dispositif que l'on avait vu la dernière fois, qui me permet de mesurer la pression en un point. Juste une petite remarque, donc sur ce boîtier-là, hein, les boîtiers que l'on a en classe, donc il y a écrit pressiomètre, et donc la dernière fois je m'étais servi de ce mot-là, hein, pressiomètre, mais il y a un mot plus courant pour nommer en fait l'appareil qui permet de mesurer une pression, et donc c'est ce que l'on appelle un manomètre. Okay, donc connaissez ce nom-là. Alors on peut dire pressiomètre, mais habituellement dans le langage courant, on dira plutôt manomètre. Okay, donc avec lui, je vais mesurer la pression dans l'eau à une certaine profondeur. Alors évidemment, je ne peux pas le rentrer directement, hein, ça ne fonctionne pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé ce petit dispositif. Et donc ici, vous voyez que j'ai un tube en plastique. Okay, et donc il est creux, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a de l'air. Une extrémité de ce tube en plastique, je vais le relier donc, à mon manomètre.
et la partie inférieure, qui donc est creux aussi, hein, puisque c'est un tube creux, c'est ça qui va aller en fait dans l'eau. Okay, et donc l'air qui est dans ce tube en plastique, au fur et à mesure que je vais immerger le tube dans l'eau, eh bien l'air il va être comprimé et donc ça va faire varier la pression. Okay, alors vous verrez aussi que ce tube en plastique, je l'ai relié ici à une barre en fer. Alors ça c'est une question tout simplement pratique. Ça me permet en fait que quand j'immerge mon tube en plastique, que le tube en plastique reste toujours bien droit. Parce que sinon il a tendance à se courber et donc je ne lis pas la pression à la bonne altitude. Ok, voilà. Donc je vais relier l'extrémité du tube à mon manomètre. Voilà. Et donc là, vous voyez qu'il indique donc une valeur qui donc est 1013 hectopascal. Et donc là, en fait, pour l'instant, tant que je ne l'ai pas mis dans l'eau, ben, mon manomètre, ça on en avait déjà parlé la dernière fois, il mesure en fait la valeur de la pression atmosphérique. Et donc tant que je ne le mets pas dans l'eau, okay, si je m'arrête juste à la surface de l'eau, eh bien à la surface de l'eau, voilà, mon manomètre indique toujours 1013 hectopascal. Et ensuite, il faut voir qu'est-ce qui se passe quand on immerge le tube à l'intérieur de l'éprouvette graduée. Et donc pour ça, il faut faire les différentes mesures. Et donc c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc dans votre énoncé de TP, vous avez ici un tableau. Et donc au fur et à mesure que je vais faire les mesures, je vous demande en fait de remplir ce tableau. Donc on va démarrer les mesures. Donc pour 0 cm d'altitude, c'est-à-dire on va dire que c'est au niveau de la mer, hein. Donc on a 1013 hectopascal et donc je commence à descendre en profondeur et je m'arrête à 5 cm. Ouais. Pour 5 cm de profondeur, on trouve 1018 hectopascal. Je continue à descendre. 10. Pour 10 cm de profondeur, 1023 hectopascal. 15. Pour 15 cm de profondeur, 1028 hectopascal. 20. Pour 20 cm de profondeur, 1032 hectopascal. 25. Pour 25 cm de profondeur, 1037 hectopascal. 30. Et pour la dernière mesure, pour 30 cm de profondeur, 1041 hectopascal. Voilà, les mesures sont terminées, donc il ne reste plus qu'à exploiter ces valeurs en construisant un certain nombre de graphiques que l'on va voir tout de suite. Merci. Alors voici l'énoncé du TP que je vous ai envoyé. Donc nous allons faire une série de questions ensemble et ensuite je vous laisserai travailler tout seul. Alors tout d'abord, on vous demande de noter la valeur de la pression atmosphérique, c'est-à-dire la valeur qui est indiquée par le manomètre lorsque mon tuyau en plastique n'est pas plongé dans l'eau. Et donc du coup, ça correspond à la valeur H égale 0. Et donc vous avez vu que pour H égale 0, la pression atmosphérique, elle vaut 1013 hectopascal. Voilà. Remplir l'éprouvette d'eau, puis placer à la surface de l'eau la sonde du pressiomètre. Que constatez-vous? Eh bien, la même chose que tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que quand le tube en plastique est juste en contact avec la surface libre du liquide, l'indication que le manomètre donne, c'est justement celle de la pression atmosphérique. Donc pour H égale 0, la valeur c'est 1013 hectopascal. Voilà. Donc ensuite à la question 4, j'ai mis les valeurs des différentes pressions aux différentes altitudes que vous avez entendues dans la vidéo.
et c'est à partir d'ici que vous allez travailler tout seul. Et donc on vous dit, sur un tableur, tracez la courbe donnant la pression en fonction de la profondeur H. Et là, il y a quelque chose de très 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 important à respecter. C'est ce que je vous ai mis ici en gras. C'est vous faites attention sur votre graphique. Je veux que les valeurs des pressions, elles soient obligatoirement en pascal, alors que là, les mesures, elles sont données en hectopascal. Et je veux que les distances soient exprimées en mètres, alors que ici, les distances, elles sont exprimées en centimètres. Une fois que vous aurez fait ça, je vous demande de modéliser la courbe, comme on a déjà fait une fois en classe, et de noter les valeurs caractéristiques de cette courbe. Ensuite, si vous pouvez, vous imprimez le graphique. Voilà, à partir d'ici, je vous laisse travailler. Vous mettez la vidéo en pause. Une fois que vous avez fait votre graphique, vous remettez la vidéo en route et on commentera ce graphique. Bon travail! Alors voici toutes les valeurs numériques sur le tableur Excel. Donc dans la colonne A, j'ai mis la profondeur en mètres. Donc je vous rappelle que pour transformer des centimètres en mètres, vous divisez les centimètres par 100. Et dans la deuxième colonne, j'ai mis la pression en pascal. Or, vos valeurs, elles sont en hectopascal. Et on avait déjà vu la dernière fois que pour transformer des hectopascales en pascal, il fallait multiplier par 100. Donc tout simplement, j'ai pris les valeurs que j'ai consignées dans le tableau et tout simplement, j'ai rajouté 2 zéros à chaque fois. Ok ? Donc maintenant, je vais tracer le graphique. Donc je sélectionne les valeurs, je fais insertion, graphique et je choisis ce modèle. Voilà. Donc voilà l'allure générale du graphique. Donc première chose que l'on observe, c'est que à vue d'œil, eh bien ce graphique ressemble à une droite et cette droite ne passe pas par l'origine. Ça va être important. Alors, avant de continuer, comme d'habitude, bien compléter le graphique. Donc, ici, je vais mettre titre du graphique. Et donc, j'ai bien les valeurs de pression en ordonnée et les profondeurs ou les altitudes en abscisse. Donc, je vais écrire graphique donnant la pression de l'eau, la pression de l'eau en fonction de la profondeur. Voilà. Ok. Donc ça c'est pour le titre. Ensuite je vais légender mes axes. Donc titre des axes. Donc en ordonnée, on a dit qu'on avait la pression, mais cette fois en pascal. Donc pression en pascal. Et en abscisse, on a la profondeur en mètres. Voilà. Et mon graphique est complet. Donc maintenant, on va modéliser ce graphique, enfin cette droite plutôt. Donc je clique sur ma droite, un point quelconque. Je fais clic droit et je vais dans le menu ajouter une courbe de tendance. Dans ce menu, je choisis le modèle linéaire. Ok, donc vous vérifiez que ici linéaire soit bien coché. Et tout en bas, vous cochez la case où il y a écrit afficher l'équation sur le graphique. Et ensuite, c'est fini. Voilà. Et donc sur mon graphique, j'ai une droite qui est modélisée en pointillé. Et ici, j'ai l'équation de la droite. Et donc maintenant, on va étudier cette équation de près pour savoir à quoi correspond exactement chacun de ces deux nombres qui apparaît ici.
Donc, on va revenir sur le sujet de l'énoncé du TP. Voilà. Et on nous dit modéliser la courbe et noter les valeurs caractéristiques. Alors, ici, quand on modélise la courbe par une droite, c'est quelque chose de la forme y égale ax plus b. Donc a, ça représente le coefficient directeur de ma droite. Et le b, c'est-à-dire la valeur qui est ici, là, 101 339, ça correspond à l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire l'ordonnée du point qui est ici. Donc, on va résumer en écrivant ceci. Donc, petit a égale, alors, petit a égale, et donc je reprends la valeur de mon énoncé, donc 9351, okay, 9351, et petit b égale 101 339. 101 339. Alors, ces valeurs-là, elles ont des unités. Alors, que représente déjà petit b? Alors, petit b, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça correspond à l'ordonnée à l'origine. Et donc, c'est une pression. Donc, l'unité de petit b, ici, c'est Pascal. Et l'unité de petit a, eh bien, petit a, c'est le coefficient directeur de la droite. Et donc, normalement, vous devez savoir comment on calcule un coefficient directeur mathématique. On prend deux points quelconques et on fait la différence des ordonnées et on divise par la différence des abscisses. Donc, du coup, en ordonnée, on aura des pascals et on va diviser par des mètres. Ça veut dire que ce coefficient directeur, il va s'exprimer en pascal par mètre. Alors du coup, je vais écrire pascal mètre moins 1. Voilà. Et le moins 1, je le mets en exposant. Voilà. Donc ça, c'est pour mes paramètres. Alors, on continue. Et maintenant, on va essayer de voir à quoi ils correspondent. Donc, on vous dit comparer la valeur du coefficient directeur de la droite avec le produit masse volumique de l'eau fois G. On prendra petit g égale 9,81 newton par kilogramme. Que constatez-vous? Alors, tout le monde sait, ou tout le monde devrait savoir, que la masse volumique de l'eau, elle est égale à 1 gramme par millilitre. Mais évidemment, vous ne pouvez pas multiplier 1 par 9,8. Pourquoi? Parce que le 9,8, ce sont des newtons par kilogramme. Ça veut dire que la masse volumique de l'eau, vous ne pouvez pas laisser la valeur 1 puisque ce sont des grammes par millilitre. Ça veut dire qu'il faut utiliser la valeur qui est donnée tout en haut dans l'énoncé. Et vous voyez que ici, la masse volumique de l'eau, on a déjà fait une conversion et on vous dit que la masse volumique de l'eau, elle est égale à 1000 kg par mètre cube. Et donc, le kilogramme par mètre cube, c'est l'unité de la masse volumique dans le système international. Ok, je vous rappelle que l'unité du système international pour les masses, c'est le kilogramme. Et l'unité du système international pour les volumes, ce n'est pas le litre, c'est le mètre cube. Donc là, on est en train de vous dire que 1 mètre cube d'eau pèse, plutôt a une masse de 1000 kg. Petit rappel également, 1 mètre cube, c'est la même chose que 1000 litres. Ça veut dire que 1000 litres d'eau ont une masse de 1000 kg. Voilà. Alors, je redescends. Et donc, je vais faire ce produit-là. OK? Donc, je sélectionne le produit. Je le mets ici. Égal. On me dit de prendre 1000 kg par mètre cube pour la masse volumique de l'eau. Je multiplie par la valeur de G, c'est-à-dire 9,81. Et donc ça peut se faire de tête. Eh bien, comme ça, de tête, ça va faire 8810.
ok, environ 8810. Et donc, ce produit-là, il a également une unité. Alors, je vous engage à réfléchir à quelle unité je vais mettre ici. Et pour le moment, juste, on va comparer cette valeur-là, 9810, avec ce que me demande l'énoncé. C'est-à-dire, il vous demande de comparer cette valeur-là avec la valeur du coefficient directeur de la droite. Eh bien, si je remonte, on a dit tout à l'heure que le coefficient directeur de la droite, il était égal à 9351 environ Pascal moins 1. Ok? Donc ici, je recopie la valeur. Petit a égale 9351 Pascal mètre moins 1. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous constatez? Eh bien, vous constatez tout simplement que ces valeurs-là, elles sont très proches. Ok, elles sont très, très proches. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on essaye de vous faire dire? Bien, ce qu'on essaie de vous faire dire, c'est que la valeur exacte du coefficient directeur de la droite, eh bien, en fait, c'est ce produit-là, quand c'est écrit en littéral. Ok, ce sera le produit de la masse volumique de l'eau, si vous êtes dans ce milieu-là, multiplié par la valeur de l'intensité de la pesanteur. L'écart observé, évidemment, entre 9810 et 9351, c'est dû tout simplement, en fait, encore une fois, aux erreurs de mesure, à la précision des appareils, etc. Alors, ici, pour l'unité, ben, évidemment, hein, c'est la même chose que petit a, c'est donc des pascal mètre moins 1. Voilà, ok, donc je vais mettre ça en exposant. Voilà. Et donc, on vous dit, quelle est alors l'équation de la droite obtenue, P en fonction de H? Eh bien, en mathématiques, donc, on a dit, hein, l'équation d'une droite, c'est de la forme Y égale A fois X plus B. Donc, première chose, nous ici, on est en physique. Donc, que représente notre axe des Y? Notre axe des Y représente les pressions. Donc, je remplace le Y par un P. Et donc, j'écris P égale AX. Alors, A, c'est le coefficient directeur de la droite. Et on a dit que si on garde uniquement l'expression littérale, eh bien, ce coefficient directeur, son expression exacte, c'est masse volumique de l'eau fois G. Donc, je recopie ce terme-là. Voilà, masse volumique de l'eau fois G. Ensuite, multiplié par X. Qui est X? X, c'est la grandeur qui est en abscisse sur mon graphique. Et donc, c'est l'altitude ou la profondeur. Et donc, je vais écrire H. Ok? Plus B. Qu'est-ce que c'est B sur mon graphique? B, c'est l'ordonnée à l'origine. Or, on a dit tout à l'heure que l'ordonnée à l'origine, donc c'était cette valeur-là, et cette valeur-là, sur le graphique, c'est environ 101 300 pascal. Et donc, qu'est-ce que c'est que 101 300 pascal? Eh bien, c'est la valeur de la pression atmosphérique. Donc, du coup, ici, je vais écrire P ATM. Voilà, pression atmosphérique. Et je mets ça en indice, si j'y arrive. Hop, non, voilà, hop, indice. Voilà. Et donc, ça, c'est l'équation de ma droite. Et donc, c'est ce que l'on appelle aussi la loi de la statique des fluides. Et en général, on va pas la présenter de cette manière-là. On va écrire plutôt la loi de la statique des fluides sous la forme suivante. Le plus ATM qui est ici à droite dans mon équation, je vais le mettre de l'autre côté. Et donc, je vais écrire plutôt P moins la pression atmosphérique égale ρGH. Voilà, égale ρGH. Et donc, ce qui est écrit ici, voilà, cette ligne, ça, c'est ce que l'on appelle la loi de la loi fondamentale, si on veut le nom complet, voilà,
loi fondamentale de la statique des fluides. Et donc du coup, cette formule-là, qu'est-ce qu'elle comprend? Eh bien, elle comprend la différence de pression entre deux points. Elle fait intervenir la masse volumique du fluide dans lequel vous vous trouvez. Donc là, c'était de l'eau, mais ça peut être aussi de l'air ou un autre fluide. Ça fait intervenir le petit g. Et donc par défaut, si on vous dit rien de particulier, vous prendrez la valeur 9,81. Et ça fait intervenir petit h. Et qu'est-ce que c'est petit h? Eh bien petit h, c'est la différence d'altitude entre les deux points dont vous étudiez la variation de pression. Voilà. Alors tout ça, ça va être davantage détaillé, ne vous inquiétez pas, dans la partie conclusion que l'on va rédiger maintenant. Avant de faire la conclusion que vous allez noter sur votre cours, je voudrais répondre à cette question qui est ici tout en bas. Il y a écrit: pourquoi dans l'air, pour des dénivellations de quelques mètres, la pression est-elle considérée comme constante? Alors pour répondre à cette question-là, il faut tout simplement en fait comparer la masse volumique de l'air avec la masse volumique de l'eau. Alors la masse volumique de l'eau, on l'a déjà. On a dit tout à l'heure que la masse volumique de l'eau, elle est égale à 1000 kg par mètre cube. Par contre, si vous allez sur Internet, que vous faites une petite recherche sur la masse volumique de l'air, vous verrez que la masse volumique de l'air, c'est environ 1,3 kg par mètre cube. Ok? Alors là, je vais faire exprès pour que les explications soient plus simples. Je vais enlever le virgule 3 et tout simplement, je vais garder 1. Ok? Pour que ce soit plus simple. Et donc, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, tout simplement, dans la loi fondamentale de la statique des fluides, la masse volumique ici, là, elle intervient. Si vous êtes dans l'eau, ça veut dire qu'on va multiplier par 1000. Si vous êtes dans l'air, ça veut dire que ce produit-là, il va être seulement multiplié par environ 1. Donc, en clair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les variations de pression, elles vont être beaucoup plus marquées dans le cas de l'eau que dans le cas de l'air. Voilà, ça c'est ce que je voulais signaler. Je ne sais pas si j'ai été très très clair. En tout cas, on pourra y revenir dessus ou vous pouvez me poser des questions sur Internet. Donc maintenant, on va passer à la conclusion. Et donc, je vous engage à prendre tout ce qui est écrit au tableau que vous allez voir maintenant sur votre feuille de cours. Alors, pour la conclusion, donc voici une partie seulement de ce qu'il faut retenir. La première chose, c'est de faire ce schéma-là. Okay? Donc, j'explique. La situation que vous voyez ici au tableau représente celle que nous avons étudiée en TP avec l'éprouvette, l'eau et le manomètre qui mesure la pression à différentes altitudes. Donc première chose, c'est que dans un fluide, quand vous descendez en profondeur, okay, plus vous êtes profond et plus la pression en ce point-là est élevée. Donc déjà, ça veut dire que sur mon schéma, la pression au point B, okay, ici là, elle est plus élevée qu'au point A. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'il faut placer sur le schéma un axe OZ pour savoir comment on va comptabiliser les distances. Et donc dans le TP que nous avions fait tout à l'heure, le 0, il était tout en haut, et ensuite on descendait en profondeur, 5 cm de profondeur par rapport au 0, 5, 10, 15, 20, etc. Donc du coup, moi sur mon schéma, j'ai dessiné un axe OZ orienté positivement vers le bas. Mais comme nous allons le voir tout à l'heure, ce n'est pas obligé. Okay? Donc pour l'instant, on va étudier ce cas-là.
Donc si vous êtes dans cette situation-là, alors à ce moment-là, la loi fondamentale de la statique des fluides s'écrit de la manière suivante. PB moins PA, ok, vous choisissez deux points, donc là et là. Et donc la différence de pression entre ces deux points, elle est égale à la masse volumique de votre fluide, je l'écrirai tout à l'heure. G, c'est l'intensité de la pesanteur, donc ce sera le fameux 9,81 newton par kilo, fois la différence d'altitude entre les deux points que vous avez. Et c'est là où l'histoire de l'orientation de l'axe OZ intervient. À savoir que cette différence de pression, je répète, on verra après pour les unités, hein, cette différence de pression, c'est un nombre positif, ok? Parce que je répète, PB, ici, là, la pression au point B, elle est plus grande que la pression au point A. Donc du coup, ça veut dire que cette différence, cette partie de l'égalité ici à droite, ça doit être aussi un nombre positif. Une masse volumique, c'est forcément un nombre positif. Petit g, c'est un nombre positif. Et cette différence-là doit être positive. Donc, dans la situation dans laquelle je me trouve, si vous orientez un axe OZ positivement vers le bas, votre ZB ici, là, il a une valeur qui est plus élevée que le ZA qui est ici. Donc, cette différence est bien positive. Et donc, ma formule est correcte. Mais supposons maintenant que l'énoncé ne fasse pas ce choix-là et que, par exemple, vous soyez en train de gravir une montagne. Okay, vous montez en altitude. Et donc, l'énoncé dit on prendra comme origine des altitudes le niveau de la mer et on choisira un axe positif orienté du niveau de la mer vers le sommet de la montagne. Alors si on fait ce choix-là, ça veut dire qu'on va se retrouver dans cette situation. Je vais effacer mon axe ici. Et donc je vais dessiner un axe OZ, comme ça. Voilà, ça ce sera mon origine. Ça c'est Z, et donc ici j'aurai Z de A, et ici j'aurai Z de B. Alors si je me retrouve dans cette situation, vous voyez que là maintenant il va y avoir un petit problème au niveau de la formule. Parce que la différence de pression, elle reste toujours positive. D'accord ? Si vous montez en altitude, okay, si vous montez en altitude, la pression au point le plus élevé, okay, par exemple à 5000 mètres d'altitude, cette pression-là, elle est plus faible que si vous êtes plus près du niveau du sol. Donc cette différence-là, elle est toujours positive. Sauf que maintenant, votre ZB, il est plus proche de l'origine que votre ZA. Donc ça veut dire que si vous faites la différence ZB moins ZA, vous allez trouver un nombre négatif. Et donc, ce n'est pas compatible. Donc ça veut dire que si dans l'exercice, vous avez un axe OZ qui est orienté vers le haut, alors à ce moment-là, ici, il ne faudra pas écrire ZB moins ZA, il faudra écrire Z de A moins Z de B si l'axe OZ est orienté positivement verticalement vers le haut. Ok? Voilà. Donc ça, il faut bien le noter. Autre chose avant de passer aux unités, il est possible que tout simplement, donc ça il faut le reprendre, hein, okay, vous faites les deux cas avec l'axe orienté vers le bas et puis l'axe orienté vers le haut. Okay, donc du coup vous avez deux formules, hein, qui est la même, hein, mais juste en inversant ici le Z de B et le Z de A. La dernière chose qu'il faut savoir, c'est avant de passer donc aux unités, c'est que parfois cette formule, vous la verrez écrite sous la forme masse volumique fois G fois tout simplement H. Parfois vous la verrez écrite comme ça. Et donc du coup il faut tout simplement comprendre que H
ça représente la différence d'altitude entre les deux points que vous étudiez. C'est-à-dire que le H sur mon schéma, c'est tout simplement ça. Ok, voilà, ça c'est le H sur mon schéma. Et encore une fois, H doit être un nombre positif. Alors maintenant, nous allons passer aux unités. Alors, je vais effacer ici. Cette formule, et il faut faire attention, elle n'est pas forcément facile à utiliser. Alors, chacune des pressions ici, il faudra les mettre en pascal. Okay, dans cette formule-là, les pressions en pascal. Les altitudes, que ce soit H ou que ce soit Z, peu importe, de toute manière, dans le système international, les altitudes, elles s'expriment en mètres. Okay, donc, mètres. Le petit g, donc ce petit g-là, c'est l'intensité de la pesanteur. C'est le même petit g qui intervient dans P égale m fois g, quand vous devez calculer le poids d'un objet. Et donc on prendra comme valeur environ 9,81 ou 10, si on vous dit d'arrondir à 10. Et donc son unité, c'est les newtons par kilo. Et ce terme-là, il représente la masse volumique de votre fluide. Donc si vous êtes dans l'air, ce sera la masse volumique de l'air. Si vous êtes dans l'eau, ce sera la masse volumique de l'eau. Et c'est là où c'est un peu difficile, parce qu'il faut mettre aussi la masse volumique dans le système international. Et dans le système international, une masse volumique ne s'exprime pas en grammes par millilitre comme on a l'habitude de le faire. Tout simplement parce que le système international pour les masses, en physique, ce n'est pas le gramme, c'est le kilogramme. Donc déjà, ça va commencer par kilogramme par, et en ce qui concerne les volumes, eh bien, l'unité du système international pour les volumes, ce n'est pas le millilitre, c'est le mètre cube. Okay, donc ça veut dire que les masses volumiques, elles doivent être exprimées en mètres cubes. Alors, juste un petit rappel donc, sur les conversions. Alors, évidemment, je suppose que tout le monde sait que 1 kg, donc c'est la même chose que 1000 grammes. Hein. Donc c'est 1 fois 10 exposant 3 grammes. Ça, c'est dans l'éventualité où vous ayez besoin de faire des conversions gramme-kilo, kilogramme-gramme. Et deuxième chose à savoir, c'est que 1 mètre cube, c'est la même chose que 1000 litres. Okay, 1 mètre cube, c'est la même chose que 1000 litres. Donc c'est 1 fois 10 exposant 3 litres. Voilà, donc ça c'est deux petits rappels qui peuvent vous être utiles pour réaliser les exercices. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à s'entraîner avec cette formule. Donc maintenant, nous allons faire une petite application de la loi fondamentale de la statique des fluides. Et donc, je vous engage à chercher l'exercice qui est très facile et relativement court, qui est page 234 sur votre livre, et c'est le numéro 39. Quand vous ferez l'application numérique, je vous demande juste de faire un petit changement. Vous allez utiliser comme valeur h égale 20,0 à la place de h égale 20. C'est-à-dire que vous allez rajouter en fait un chiffre significatif. Voilà. Je vous laisse quelques minutes pour chercher l'exercice. Mettez la vidéo en pause et regardez la correction ensuite. À bientôt! Donc nous allons corriger rapidement ce petit exercice qui est une application directe de la loi fondamentale de la statique des fluides. Donc nous avons une bouteille, elle est remplie avec de l'huile, la bouteille est ouverte, donc ça veut dire qu'elle est en contact avec l'air ambiant, et l'énoncé nous indique que la bouteille contient une hauteur correspondant à 20 cm d'huile. Okay, donc on nous demande de calculer la pression qu'exerce l'huile sur le fond de la bouteille. Donc pour ça, on va utiliser ce que l'on a vu aujourd'hui,
on va utiliser la loi fondamentale de la statique des fluides. Donc on utilise la loi fondamentale de la statique des fluides. Et on va donc écrire PB moins PA. Et donc il faut savoir qui est PB, qui est PA. Donc c'est pour ça que j'ai fait un schéma. Donc PB c'est mon inconnu, c'est ce que je cherche. Je cherche la valeur de la pression donc, au fond de ma bouteille. Et PA c'est un point qui se trouve quelque part par ici, là. Voilà. Et donc ce point-là, il se trouve sur la surface libre de mon liquide. Alors pourquoi prendre un point qui se trouve à la surface libre de mon liquide? Parce que en ce point-là, on l'a vu dans le TP, hein, en ce point-là, la valeur de la pression, elle est égale à la pression atmosphérique. Et donc je connais la valeur, puisque je sais qu'elle est égale à 1,013 fois 10 exposant 5 pascal, si bien sûr vous êtes au niveau de la mer. Ok? Donc la pression au point A, je connais. Et donc c'est égal à la masse volumique de l'huile fois petit g fois petit h, qui représente donc 20 cm. Donc il ne me reste plus qu'à isoler le PB. Donc la pression au fond de ma bouteille, eh bien ce sera PA plus la masse volumique de l'huile fois G fois H. Et quand j'ai écrit ça, eh bien, il ne me reste plus qu'à faire maintenant l'application numérique. Donc, je vais effacer la partie supérieure du tableau. Et on fait l'application numérique. Alors, PB égale pression au point A, on a dit c'est la même valeur que la pression atmosphérique. Et donc, je prends 1,013 fois 10 exposant 5 pascal. Plus la masse volumique de l'huile, elle est donnée dans l'énoncé, c'est 980. Et toujours bien vérifier que les masses volumiques soient données en kilogrammes par mètre cube, ce qui est le cas ici dans l'énoncé. Fois la valeur de petit g, donc je prends 9,81, et je multiplie par la hauteur entre le point A et le point B. Et cette hauteur-là, elle doit toujours être exprimée en mètres. Donc si vous avez h égale 20 cm, ça deviendra h égale 0,200. Ok, donc là j'ai rajouté un 0 de plus parce qu'au niveau de la précision et des chiffres significatifs, ce sera mieux. Donc ensuite, ben, il ne me reste plus qu'à faire le calcul. Hein. Donc PB est égal, donc on prend sa calculatrice, et donc c'est parti, hein, 1,013, 10 exposant 5 fois, 1,013 fois 10 exposant 5 plus 980 fois 9,81 fois 0,2. Et donc j'obtiens un résultat, et donc au niveau des chiffres significatifs, là j'ai 4 chiffres significatifs, là j'en ai 3, là j'en ai 3, et donc si vous avez rajouté effectivement le 0, vous en avez 3 aussi. Donc je donne la valeur de la pression au point B avec 3 chiffres significatifs. Et donc moi j'ai trouvé 1,03 fois 10 exposant 5 pascal. Et donc vous constatez que cette valeur-là, elle est légèrement supérieure à celle de la pression atmosphérique, ce qui est normal puisque vous descendez en profondeur. Et donc on a déjà dit que quand on descend en profondeur, la pression en un point augmente. Donc ça c'est pour la question 1. Alors la question 2, ça c'est un retour sur les révisions que l'on a faites au début du chapitre. Ce que l'on vous demande à la question 2, c'est de calculer la valeur de la force pressante qu'exerce l'huile sur le fond de la bouteille. Et donc on vous donne la surface du fond de la bouteille. On vous dit que cette surface, elle fait 50 cm². Donc comment on va faire ça? Ben, on a déjà vu comment on fait pour calculer une pression. Une pression à un point. Donc là, la pression au fond de ma bouteille, elle est égale au rapport de la force pressante qu'exerce l'huile sur le fond de la bouteille
divisé par la surface sur laquelle s'exerce cette force pressante. Et donc mon inconnu ici, ce sera F. Donc je vais écrire ensuite F égale PB fois S, et ensuite je fais mon application numérique. Donc F égale PB, j'ai déjà calculé la valeur à la question précédente, donc je vais avoir 1,03 fois 10 exposant 5 fois la surface qui vaut 50 cm². Et donc là, vous faites attention, parce que quand on utilise cette formule-là, je vous rappelle que les surfaces doivent toujours être exprimées dans le système international, c'est-à-dire en mètres carrés. Et ici, l'énoncé ne vous a pas fait la conversion, d'ailleurs c'est à vous de la faire. Et donc on a déjà vu comment on faisait pour transformer des centimètres carrés en mètres carrés. On transforme des centimètres carrés en mètres carrés en multipliant les centimètres carrés par 10 puissance moins 4. Donc ici, je vais mettre 50 fois 10 exposant moins 4. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à faire le calcul sur votre machine. Et donc le résultat que l'on va trouver, il va être de l'ordre de, et donc 1,03 fois 10 puissance 5 multiplié par 50 10 puissance moins 4. Donc sur ma calculatrice, je trouve 515, c'est-à-dire 515 newtons. Maintenant, si on respecte la précision des mesures, ici j'ai 3 chiffres significatifs et là je n'en ai que 2. Okay, donc du coup, au lieu d'écrire 515 newtons, je vais plutôt écrire 5,2 fois 10 exposant 2 newtons. Voilà, et l'exercice est terminé. Donc maintenant, je vous engage à chercher d'autres exercices, peut-être un peu plus sophistiqués, que vous trouverez en pièces jointes sur Pronote. Et donc ceci clôt le chapitre sur la statique des fluides. J'espère que vous ne l'aurez pas trouvé trop compliqué. Et le corrigé des exercices que vous trouverez sur Pronote, je vous les mettrai à votre disposition à partir de la séance suivante. Voilà, je vous souhaite un bon travail et une bonne journée.